Salut à tous, bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs. On se retrouve une fois de plus aujourd'hui pour parler de cinéma. Alors installez-vous bien confortablement et laissez-vous bercer par nos voix au pluriel puisque je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis accompagné de Oracle. Comment ça va Oracle ? Salut tout le monde. Ça va va bien ? Et toi ? Eh bien écoute, ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, on va évoquer un film qui a été attendu, très attendu, qui a été longtemps repoussé. On va se pencher sur le dernier James Bond, Mourir peut attendre, qui est sorti tout récemment et qui est sûrement encore à l'affiche près de chez vous. Qu'on a attendu longtemps, hein, oui, parce qu'il a été très décalé. Ah, c'est vrai que le Covid est passé par là, il n'a pas aidé. Il a été très long à sortir, mais il est sorti. Alors avant de se pencher sur le film, je vais vous donner un petit peu la fiche technique, comme d'habitude quand même, il faut rendre hommage aux artistes. C'est un film qui est réalisé par Cary Jogi Fukunaga, qu'on connaît pour Sin Nombre ou Beast of No Nation par exemple, mais on le connaît surtout pour son travail à la télé, sur Maniac pour Netflix, mais surtout une série qui a marqué vraiment ces dernières années. Tu devines laquelle, Oracle ? Ah, True Detective. Ah, tu es vraiment trop fort, dis non. 2 séries d'ailleurs qui étaient vraiment super, qu'on avait adorées, et peut-être qu'on en parlera un jour. Ben alors si tu veux m'accompagner, c'est vrai qu'on en reparlera avec plaisir. Alors dedans, on va retrouver, pour ton plus grand plaisir aussi, Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Pour la dernière fois, il l'a annoncé avant le film. Et oui, malheureusement, mais bon... Et par contre, pour ton plus grand malheur et pour le mien aussi, on va retrouver Léa Seydoux dans le rôle de Madeleine et Rami Malek dans le rôle de Lucifer Satine. Et il faut dire quand même, avant qu'on commence le podcast, que ça n'est pas franchement 2 acteurs qu'on porte dans notre cœur. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est pas... Enfin, tu l'as bien fait comprendre, hein, pour notre plus grand malheur, mais c'est vraiment pas 2 acteurs, effectivement, qu'on apprécie... particulièrement, et c'est vrai que du coup c'était pas le plus gros plaisir du film de les voir ensemble à l'écran, quoi. C'était le petit, enfin c'est un gros point négatif pour nous du coup, mais on en reparlera plus tard. Ah, c'est sûr, oui, ça va venir dans le déroulé de l'émission sans aucun doute. Mais on peut peut-être aussi préciser qu'on n'a pas vraiment la science infuse, que c'est une question de goût et on respecte ceux qui ont apprécié leur performance, même si nous, dans chacun de leurs films, on est toujours resté assez hermétique. Il y a beaucoup de gens qui, effectivement, les apprécient. Nous, personnellement, pas du tout. Enfin, c'est vraiment les 2 acteurs avec lesquels on a beaucoup de mal. Mais oui, enfin voilà, après chacun ses goûts, comme tu dis. Hein, voilà, il y a beaucoup de... Enfin, on ne reviendra pas sur certaines performances de Rami Malek qui peuvent porter à débat, mais... Tu parles de celle où il a un dentier, c'est ça ? Voilà, exactement. Mais oui, non, c'est pas 2 acteurs qu'on porte dans notre cœur. Et voilà, du coup, ça a un petit peu gâché le film pour nous, de ce point de vue-là, en tout cas. Mais bon, voilà. On va y revenir, mais alors avant de se pencher dans le vif du sujet, d'analyser un peu le film, même si on va rester sur du ressenti, c'est du cinéma de grand spectacle, on va pas trop en faire dans l'intellectualisation. Oui, non, James Bond, il n'y a pas non plus... Enfin, non. Même si ce James Bond-là, effectivement, n'a pas de fond, de grands thèmes voilà, à aborder, donc effectivement, ça reste du divertissement... avant tout, et moi c'est toujours ce que j'attends des James Bond finalement. Enfin, j'attends pas qu'on me sorte des sujets philosophiques, voilà. J'attends surtout du divertissement, donc Bon, on va quand même réussir à dégager 2-3 éléments, je pense, qui apportent de la pertinence. Hein. C'est pas un film qui est vide. Mais avant d'en parler, donc, je te propose de faire un petit résumé. Alors, je l'ai pas écrit à l'avance, ça risque d'être un peu au débeauté, mais allons-y. Je vais essayer de formuler comme ça vient. Correctement. C'est vrai, comme ça vient. Allez, c'est parti. Et ben dans ces James Bond, le film s'ouvre sur une scène où Daniel Craig et Léa Seydoux, qui étaient déjà présentes dans le film précédent, semblent filer le parfait amour. Sauf que James Bond va se rendre sur la tombe de Vesper, qui était interprétée par Eva Green dans Casino Royale, une relation avec laquelle il n'a jamais vraiment fait le deuil. Mais au moment de se rendre sur cette tombe, elle va lui exploser à la figure et on va comprendre que le spectre est à ses trousses. De plus, il va apprendre que Madeleine, donc interprétée par Léa Seydoux, est la fille d'un des membres du spectre. Ceci dit, ça n'est pas le seul élément qui va venir perturber l'existence de James Bond, puisqu'on va faire une grosse ellipse d'environ 5 ans, si j'ai bonne mémoire, et on va se propulser dans le futur, et rapidement le spectre va disparaître, et c'est un autre personnage qui va prendre l'ascendant, Lucifer Safin, qui a notamment en sa possession une arme bactériologique, dira-t-on. Ce sont des nanorobots en fait, qui pénètrent dans le corps de n'importe qui après un simple contact cutané.
et qui ont la particularité de mettre à mort les gens dont l'ADN a été programmé dans leur puce électronique, si on peut dire comme ça, pour résumer un peu grossièrement. Tu penses que j'ai fait le tour? C'est un peu complexe. C'est assez. Voilà, vous voyez le film, ce sera beaucoup plus simple. Globalement, on est dans un James Bond. Mais globalement, c'est plutôt bien résumé. Et puis voilà, ça reste du scénar à la James Bond, quoi. Alors on l'a dit, on a décidé de prendre ça un petit peu, pas à la légère, on a travaillé, on a réfléchi, mais c'est du divertissement. J'ai envie qu'on laisse un peu la discussion libre, qu'on évoque quelques points ensemble et qu'on rebondisse dessus si l'envie nous en dit. Alors la première chose que j'ai envie de mettre en lumière, c'est un peu la photo et les décors. Moi, j'ai retrouvé un peu l'esthétique que j'aime dans les James Bond. Je ne sais pas si tu vois cette espèce de luxe un peu opulent qui peut parfois mettre mal à l'aise, mais en même temps, c'est ce qui est associé à James Bond. Et puis, il y a une espèce de pureté des lignes dans les décors. Il y a quelque chose de vraiment inscrit dans l'ADN de l'agence 007. Oui, la photo est très sympa et les couleurs, enfin voilà, même il n'y a pas vraiment de costume pour le coup, hein, mais enfin on va pas, enfin À si part les le costumes, smoking, mais les costumes, mais justement plutôt voilà l'habillage, les habits sont vraiment typiques, oui, de James Bond. Et voilà l'éternel smoking de James Bond, la petite chemise avec les bretelles, toute la classe à la James Bond, finalement on la retrouve. Et voilà, et ça c'est bon, c'est très sympa effectivement. Voilà, la photo et les costumes, voilà, sont vraiment sympas. Et ça, c'était un point positif du film, en tout cas qu'on a beaucoup apprécié. moi, il y a autre chose que j'ai apprécié, et peut-être que ça ne te parle pas vraiment à toi, parce que tu as découvert les James Bond avec Daniel Craig, je crois. Ouais, assez tardivement. Enfin, je connaissais effectivement James Bond, voilà, comme tout le monde, tout le monde connaît James Bond, même si on n'a jamais vu de James Bond. Mais c'est vrai que moi, les films James Bond, je les ai vraiment découverts avec Daniel Craig parce que je m'étais pas vraiment intéressée aux vieux James Bond. Moi, les films d'espionnage et tout, honnêtement, ça n'a jamais vraiment été mon truc. Donc voilà, j'ai commencé effectivement assez tardivement avec un James Bond moderne, voilà, le James Bond de mon époque, quoi. Donc Alors, ça t'a peut-être pas sauté aux yeux du coup, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'avec ce James Bond-là, Fukunaga, il essayait de renouer avec une espèce de tradition vraiment de Bond qui serait presque inscrit dans l'époque de Sean Connery et de Roger Moore. Je pense notamment, si tu vois cette scène d'ouverture en Italie où James Bond pilote une Aston Martin, c'est une Aston Martin qui ressemble vraiment beaucoup à la voiture qu'on a connue dans les anciens James Bond. Les gadgets qui l'accompagnent sont vraiment aussi les répliques d'à peu près ce qu'on voyait dans les anciens James Bond. On a aussi le décor de la base du méchant et on repense un peu d'ailleurs à tous ces plans démoniaques complètement fous que faisaient les méchants à l'époque et qui n'ont franchement ni queue ni tête. Mais bon, c'est le jeu de James Bond et il faut l'accepter, je crois. ouais. Et puis bon, même moi, hein, en comprenant pas forcément, enfin en voyant pas forcément tout de suite les références aux vieux James Bond. Bon, tu me les as expliqués forcément à chaque fois. Les petits clins d'œil, je ne les avais pas forcément vus. Mais il y a un côté effectivement très vintage, très rétro en fait, et qui est sympa, qu'on a vraiment retrouvé dans ce James Bond-là particulièrement. Puis la voiture, les gadgets un peu à l'ancienne. Il y avait un côté, en tout cas, même dans les décors, je trouve, assez vintage dans la ville. Un côté rétro qui était assez sympa, effectivement. Et je pense que, oui, comme tu dis, c'était un hommage vraiment au vieux James Bond. Alors, on va formuler quelques reproches par la suite, mais on va quand même appuyer une fois de plus une autre qualité du film, parce que, disons-le d'emblée, c'est tout de même un film qu'on a apprécié dans une certaine mesure, n'est-ce pas ? Oui, on a apprécié le divertissement qu'a été ce film. Maintenant, effectivement, c'est pas un grand film et c'est pas du tout le James Bond qui m'aura le plus marqué personnellement. En tout cas, bon, je parle dans l'ère Daniel Craig, hein, voilà, les derniers James Bond, mais oui, c'est vraiment pas celui que j'ai préféré. C'était franchement, je pense même un de ceux que j'ai le moins aimé d'ailleurs de l'époque Daniel Craig en James Bond. Alors, on peut quand même distinguer dans le film quelques vrais moments de cinéma, des belles scènes, des choses où il y a vraiment de l'ampleur. Alors l'ampleur, on va pas se mentir, elle manque un peu dans le film quand même. J'ai l'impression, si on prend le film dans sa totalité, mais il y a quelques scènes que j'ai envie de dégager. Moi, par exemple, il y a la scène de la réception à Cuba, où le méchant va essayer d'empoisonner James Bond, mais finalement, c'est les gens autour de lui qui vont être empoisonnés et non pas James Bond. Là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans la mise en image, dans le cadrage, qui donnait
peut-être l'ampleur qui manque au reste du film. Est-ce que toi, tu as eu une scène qui t'a marqué aussi ? Bah moi, du coup, la scène qui m'a marqué le plus, finalement, c'est la scène de fin. Donc, on ne la dévoilera pas, mais... On aura une partie spoiler plus tard. Ouais, on pourra voilà. détailler. Pour l'instant, on ne va pas la dévoiler, effectivement, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais oui, moi, la scène qui m'a le plus marqué, finalement, ça a été la scène de fin. Voilà, la conclusion du film. Voilà. C'est vrai qu'elle convoque de l'émotion. Alors quand même, toi et moi, on n'a pas trouvé grand-chose à dire sur l'analyse de l'image en elle-même, mais je vais citer un copain des réfracteurs, si tu me permets. Il y a l'ami XP Bien sûr. avec qui on a discuté juste avant d'enregistrer et qui nous faisait part un petit peu de sa vision. Et je trouve que lui, il avait peut-être une analyse de la mise en scène qui était assez pertinente. Par exemple, il parlait de ce début du film où James Bond et Madeleine s'échappent en Aston Martin et où James Bond apprend que Madeleine est la fille d'un membre du Spectre. Et à ce moment-là, James Bond va s'arrêter, comme si sa vie était dans une impasse. Je reprends exactement ce que dit XP. Comme si sa vie était dans une impasse et tout d'un coup, il va faire un virage, il va tourner, il va prendre un autre chemin et il va accompagner Madeleine vers la gare. Alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est ce que nous a confié XP et j'avoue que personnellement je trouve qu'il a une part de raison dans cette analyse. Il y a un truc, ouais, il y a un truc, mais après, comme je l'ai dit, enfin voilà, moi j'assume un James Bond, je regarde pour le divertissement avant tout, et je cherche pas forcément du fond, de l'analyse de personnages. Franchement, ça, je m'en fiche un peu. Donc oui, il a pas tort dans ce qu'il dit, mais c'est vrai que j'ai pas fait attention à tout ça, j'ai pas cherché de fond, j'ai pas cherché à analyser les personnages. Voilà, cette scène-là, il y a ça, oh, ça veut dire ça, voilà. Moi, j'ai pas cherché en tout cas ce côté-là du tout. Et voilà, je l'assume, c'est clairement, pour moi, c'était du divertissement et sans prise de tête. Je pense que c'est comme ça que la plupart des spectateurs l'ont vécu de toute Oui, façon. bah oui, de toute façon, ça reste, je pense, c'est fait pour être du cinéma de divertissement, d'action. Et justement, l'action, alors cinéma d'action, oui, voilà, pour moi, James Bond, c'est de l'action, c'est du cinéma d'action, et ça, c'est vraiment mon point négatif personnellement. Dans ce James Bond-là, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas l'action qu'on attendait. Moi, personnellement, je m'attendais à ce que ça fuse dans tous les sens, à ce que ça tape, à ce qu'il y ait de la baston tout le temps, qui dure longtemps. Sur un film qui dure 2h12, il me semble, c'est ça ? Oh non, bien plus. 2h40, je crois. 2h40 ? Ah oui. Ah oui, d'accord, ok, quand même. Je croyais que c'était 2h15. Bon. Soit, en tout cas, un film qui dure plus de 2 heures. Je m'attendais quand même à... franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait au moins la moitié du film qui soit plein d'action, de la baston, ça tire dans tous les sens. Il y a des scènes où, effectivement, c'est le cas. Mais malheureusement, les scènes, elles durent 2 minutes. Et pendant 2 minutes, on est là en mode « Waouh, ok, ça, c'est le James Bond qu'on aime. Ça fuse, il se passe quelque chose, il y a de l'action, tout ça, la musique qui va bien derrière. Et puis bam, au bout de 2 minutes, c'est fini, il n'y a plus rien. Et franchement, moi, à chaque fois, je suis restée sur ma faim, sur les scènes d'action. J'en attendais vraiment plus. J'avais envie que ça pète. Surtout qu'on sait que c'est finalement, c'était le dernier James Bond de l'ère Daniel Craig. Et je m'attendais du coup à ce que vraiment, ils nous en mettent plein les yeux, plein les oreilles, voilà, Enfin, je m'attendais à vraiment beaucoup d'action et ça, j'ai été déçue. C'est vraiment le gros point négatif pour moi. Parce que c'est un peu ce que j'attends quand je regarde un James Bond et j'ai pas retrouvé ça du tout. Je comprends ce que tu veux dire parce que on n'a rien contre le développement de personnages. Je pense que les histoires complexes, ça nous parle assez souvent, on le sait. Mais j'ai eu l'impression, moi aussi, que l'action était un peu timorée. Et moi, j'irais même un peu plus loin. Je parlerais des scènes d'action en elles-mêmes qui ne sont pas réussies. Je trouve, là, une fois de plus, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'ampleur, qui manquait un peu la folie, le pas supplémentaire, le côté over the top, comme on dit. Tu vois, ce moment où James Bond est presque un super-héros, où il est vraiment tiraillé de partout et où il est malmené, j'ai eu du mal à le ressentir et j'impute vraiment ça à la réalisation de Fukunaga parce que je trouve que dans les moments d'action, il a peut-être des idées dans les moments de drame, mais dans les moments d'action, c'est vraiment bof. Et je pense notamment à un plan séquence qui intervient à la fin du film et c'est tellement simple. C'est tellement simple à notre époque de faire un plan séquence et de se dire « Waouh, regardez, et ça, on en a plein les yeux, ça coupe pas, ça suit le mouvement ». Et en plus, ce plan séquence, il n'est pas terrible parce qu'il y a un moment où on voit qu'il est tronqué, où on voit que Daniel Craig est remplacé par une doublure.
Je crois qu'il y a un autre élément de mise en scène qui t'avait un petit peu interpellé dès le début du film, c'est Oui, l'adresse des tireurs, n'est-ce pas? c'est ça. Oui, alors après, c'est un peu typique des films d'action, pas que des James Bond d'ailleurs, mais enfin, je sais pas, c'est un truc quand même qui est tellement gros qu'on se dit, ouais, mais là, en fait, voilà, dans cette scène, il y a vraiment deux. Enfin, il y a des mecs qui débarquent de partout autour de lui et qui tirent, et on voit les balles qui partent et tout sur lui, et genre, il s'en prend vraiment aucune. Et même, le pire, c'est vraiment ce moment où il reste figé. Il y a un moment où on nous le montre à la caméra, il est figé, il ne bouge pas, mais pendant ce temps-là, voilà, des deux côtés, on lui tire dessus et il se passe absolument rien, il est figé, il est là genre ouais non mais moi c'est pas grave, je suis James Bond, voilà, je vais me prendre aucune balle. Alors que finalement, bah, on verra un peu plus tard que bah, à des moments, voilà, bam, il y a une balle et puis oh bah tiens, il la prend, enfin il n'y a pas de souci, tu vois, voilà, ok, cool. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a des moments où on le fragilise et il y a d'autres moments où ils sont vraiment, comme je Voilà. disais, Et super ça fait héroïques. pas. Bah, du coup, voilà, c'est pas naturel parce que, bon, on se dit, non, mais là, c'est pas possible quand même. À un moment donné, si là, enfin, il ne bouge pas, quoi. Donc, vraiment, c'est. Enfin, la scène fait rire, quoi. Après, on se dit, bon, ok, c'est James Bond, c'est scène d'action. Évidemment, ils vont pas buter James Bond au début du film. Je veux Non, dire, c'est non, complètement non. con. Mais ouais, du coup, c'est complètement irréaliste, en fait. Et au niveau de la réalisation, du coup, je trouve que ça. Enfin voilà, ça prête à sourire après parce qu'on se dit, on pardonne quoi, mais ouais, c'est au niveau de la réalisation, je trouve que là pour le coup, en plus, vraiment, enfin faut voir les images, hein, mais la scène là, elle est clairement très mal réalisée dans le sens où on voit clairement que là c'est, Oui. enfin c'est trop gros quoi. C'est la scène en Italie, le début, c'est ça, quand il est sur le pont dont tu Ouais parles. ouais voilà, mais oui, ça arrive de partout, ça fuse, Ouais. on voit les balles partir. Il est pris en étau, et il même. ne bouge pas. Il y a une, voilà, il met un moment à réfléchir, il ne bouge pas. Et genre, mais on se dit, mais quand même, On a Superman ou est-ce qu'on a James Bond, quoi. c'est ça. Ouais, je Et comprends. là, c'est gros, mais bon, après, on pardonne parce que c'est James Bond. Oui. Mais ça, ouais, ce côté-là, moi, il me dérange toujours un peu. Voilà, j'aime bien quand même quand il y a un côté vachement réaliste où on se dit, ah ouais, ok, ça, tu vois. Finalement, ça pourrait arriver dans la vie de tous les jours. Là, ça n'arriverait jamais, clairement. J'ai une remarque qui m'est venue et qui est un petit peu en rapport, c'est la réflexion que je me suis fait sur le montage. Alors, je ne dis pas que dans les séquences dramatiques, le montage n'a pas une narration appuyée qui essaye de démontrer quelque chose par l'image. Par contre, moi j'ai vu le film 2 fois. Ça m'avait déjà choqué la première fois, mais peut-être encore plus la seconde. Il y a un nombre de faux raccords. C'est le jeu au cinéma. Les faux raccords, ça existe dans presque tous les films. Mais je trouve qu'il y a un nombre de faux raccords dans ce film-là qui est assez perturbant. Et franchement, ça m'a sauté aux yeux. J'ai eu l'impression, la deuxième fois, de voir un film qui était réfléchi. Fukunaga a sûrement une idée de ce qu'il veut montrer. Par contre, il le fait de manière très brouillonne et c'est pas propre en fait, tu vois. C'est pas ce que j'attendais d'un James Bond qui en général est très léché et surtout un James Bond qui a été autant retardé. Moi, alors, pour les faux raccords, je te fais entièrement confiance parce que moi, je ne l'ai pas revu une deuxième fois personnellement pour faire attention à tous ces détails. Une fois, ça m'a suffi. Et puis, encore une fois, je partais, enfin, je le regardais pas dans l'optique d'en faire une critique très approfondie et je le regardais avant tout pour. Voilà, pour me vider la tête, pour regarder un film sympa, et puis pour le voir parce qu'on l'a tellement attendu finalement que j'avais quand même envie de le voir. Et j'en avais, c'est vrai, des attentes. Et j'ai vu récemment qu'effectivement, quand on a des attentes par rapport à un film, souvent on a tendance à être déçu, alors qu'il y a 2-3 films pour lesquels j'avais absolument pas d'attente ces derniers temps et pour lesquels j'ai été agréablement surprise. Donc finalement, là, je pense que j'en attendais aussi peut-être un peu trop. C'est vrai. Mais effectivement, moi, je ne l'ai pas revu voilà, pour guetter le moindre faux raccord. Et honnêtement, là-dessus, je suis un peu naïve. Hein. C'est pas que sur ce film-là, mais moi, je suis un peu naïve au niveau des faux raccords. Souvent, je les vois pas trop. Voilà, ils passent... Enfin, à moins que... Non, vraiment, oui, il y a des films où, effectivement, parce que c'est très, très mal réalisé et que les effets spéciaux sont dégueulasses. Mais là, franchement, moi, je les ai pas trop vus au visionnage. Enfin, j'ai pas fait vraiment attention à ça. C'est plutôt bien passé. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi dans le sens où l'action, les scènes d'action, enfin, le film en général, pour moi, est assez mal réalisé quand même et assez mal écrit surtout. Et le problème, après, pour moi, il est pas tant au niveau du montage
qui effectivement est plutôt top. Il est pas tant au niveau de la réal, la photo est top et tout, il n'y a pas de souci, mais c'est plus au niveau des personnages. Voilà. Ouais. Après, le montage, effectivement, est relativement sympa. Et surtout, le montage sonore, qui, là, pour le coup, était plutôt bien. Que, aussi, la musique aussi, hein, voilà, la BO, Oui. la BO de James Bond, voilà, avec le thème classique, le thème qu'on aime de James Bond, qu'on retrouve sous une autre forme, encore une fois. Et puis, moi, en tout cas, au niveau du son, là, pour le coup, j'ai plutôt été séduite, ça marche. Je rebondis ce que tu dis sur le son et sur les thèmes sonores. Alors on a Hans Zimmer pour mener un peu la troupe, mais Ouais. bon voilà, Hans Zimmer fait du Hans Zimmer, mais j'ai trouvé intéressant qu'il s'appuie pas seulement sur le thème principal de James Bond, mais qu'il aille chercher des thèmes des anciens films James Bond et qu'il les remette un peu au goût du jour. Et puis je vais encore aller dans ton sens parce que je trouve aussi qu'au niveau du son, le film il a une vraie réflexion. Et là, il est vraiment léché sur ce point-là. Je pense par exemple à cette scène, ça n'a l'air de rien, mais c'est des choses qui t'impliquent dans le film forcément. C'est la scène suivant l'explosion de la tombe de Vesper, justement, où James Bond va être assourdi, on va entendre son oreille qui siffle, et puis il va être au téléphone, le téléphone sonne, et il fait « Allô, allô », parce qu'il n'entend rien, tu vois. Et ça n'a l'air de rien, mais n'empêche que ça contribue à impliquer le spectateur. Ouais. Et ça, c'est peut-être l'une des choses qui permet de tenir pendant les 2h42 de temps qu'on a exposé plus tôt. Ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on sait en fait on sait ce que crée une explosion voilà, au niveau de l'oreille en fait chez l'homme. Et c'est vrai que du coup, dans les films, si on n'en fait rien au niveau du son, en fait, c'est encore une fois, il y a cette notion de réalisme qui n'est plus là. Et là, pour le coup, c'est plutôt respecté. Il y a d'ailleurs, c'est dans l'escalier aussi après, vers la fin, voilà, quand il y a une scène de combat, encore une fois, où pareil, il y a de nouveau une explosion. Et là encore, on entend, voilà, il y a des acouphènes, le son du coup, voilà, est réduit, comme si on était à sa place. Et ça, pour le coup, c'est, oui, le montage sonore et l'utilisation des bruitages, du son, tout ça, c'est vraiment ça en tout cas c'est bien fait. Et ça, c'est un point positif du film. En tout cas, c'est respecté, c'est bien fait, et ça, on a plutôt apprécié ce côté-là. Oui, ça aide à s'identifier à James Bond, j'ai l'impression. Et le problème finalement dans le film, ça n'est pas James Bond, ça n'est pas Daniel Craig. On vous l'a dit en préambule, il y a un vrai souci qui va être franchement problématique, c'est la performance qu'offrent Léa Seydoux et Rami Malek. Je ne parle pas de leur rôle, parce que Léa Seydoux, elle a un rôle bien particulier, on ne peut pas le divulguer, mais en tout cas, elle va prendre une stature bien particulière auprès de James Bond, on en parlera peut-être un peu plus tard, et je n'étais pas forcément fermé à cette idée comme beaucoup de personnes. Par contre, je trouve qu'elle la joue très, très, très mal. Ouais, le problème, en fait, de Léa Seydoux, en fait, son personnage en lui-même, effectivement, il a un rôle, il a une utilité, il n'est pas là pour rien. Mais, même si, bon, c'est vrai que certains moments, on s'en passerait bien, j'ai envie de dire, mais en tout cas, on comprend l'utilité de son personnage. Mais par contre, effectivement, c'est joué, mais comme... Enfin, je suis désolée du terme, mais c'est joué comme de la merde. Enfin, Léa Seydoux, moi, personnellement, je ne l'aime pas. Je n'aime pas du tout son jeu. Et voilà, il y en a... Désolée pour ses fans, hein, mais moi, Léa Seydoux, je ne peux pas. C'est vraiment une fille, je ne peux pas. Et en plus, il y a ce côté, bon, à chaque fois qu'il y a une Française dans un film, il faut que ce soit Léa Seydoux. Enfin, on a tellement d'actrices françaises qui jouent, mais merveilleusement bien, et qui jouent, mais tellement bien, et qui ont un jeu formidable. Il faut qu'ils aillent chercher Léa Seydoux, qui pour moi est une des pires actrices françaises. Enfin, je sais pas, mais pourquoi Léa Seydoux, quoi? On va respecter ceux qui l'aiment, mais c'est vrai que même moi qui ne l'aime pas beaucoup dans la plupart de ses performances, j'ai trouvé que c'était l'une des pires presque en fait. Même si on se base sur son échelle de mesure, ça n'est franchement pas terrible. Et puis ça va de pair avec quelqu'un d'autre que là aussi on a exposé en préambule et qui campe un méchant. On a envie de s'arracher les yeux de la tête à chaque fois qu'il ouvre la bouche. C'est Rami Malek, quoi. Alors, encore une fois, je pense pas que ce soit juste la faute des acteurs aussi. Hein. Non, bien sûr. Après, voilà. En fait, Rami Malek, moi, le problème, c'est que
tu dis, c'est pas forcément la faute des personnages. Moi, le méchant, par contre, Rami Malek, là, franchement, j'ai eu beaucoup de mal avec son personnage, pour le coup, tu vois, je sais pas. Pour moi, il était pas crédible. J'ai eu un problème déjà avec son personnage, et alors après, c'est peut-être aussi parce qu'il y a le jeu de l'acteur qui fait qu'effectivement, il est pas du tout crédible. Et enfin voilà, pour moi, il est très très mal joué, mais il est surtout très mal écrit aussi. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Et quand on a un méchant dans James Bond, mais je crois que tu veux parler justement des méchants dans James Bond en général, qui ne sont pas forcément terribles. Mais quand on a un méchant dans James Bond, enfin, on a envie qu'il ait quand même, je sais pas, du charisme, une certaine prestance. Et là, franchement, il était vide. Et puis rien, quoi. Enfin, franchement, il y avait rien, quoi. On a l'impression qu'autour de lui, il y a le décor, il y a l'installation, mais que lui n'y arrive pas, C'est en ça. fait. Et c'est vrai que, bon, allez, j'ai un peu tapé sur Rami Malek. Je m'excuse auprès de ceux qui l'apprécient, on vous respecte, il n'y a aucun souci. Et venez nous dire qu'on a tort, on le prendra bien. Je crois qu'on a un peu aussi, en travers de la gorge, Bohemian Rhapsody. Ah oui. Voilà, on va dire qu'on radote après avec Bohemian Rhapsody, mais vraiment, enfin, voilà, non, mais quand on sait... C'est vrai que, sorti de peut Monsieur pas. Robot, il n'a pas fait grand-chose. En fait, dans Monsieur Robot, il était mono-expressif, donc ça passait, c'était son rôle, mais derrière, Non, mais voilà, on l'a aussi vu dans Une affaire de détail, rappelle-toi. Oui, Et, oui, et on oui. s'était fait la même réflexion, c'est Ouais, quelqu'un qui n'a qu'une Non. expression, quoi. C'est Ouais. assez... Mais pour nous, il joue très mal. Voilà, je suis désolée pour lui, mais c'est pas le meilleur acteur non plus. Et puis, moi, j'ai été vraiment dérangée avec le fait que finalement, le méchant, moi, à chaque fois qu'il parlait, je rigolais. Enfin, il me faisait rire, quoi. En fait, il était ridicule, C'est ça. alors qu'on a envie qu'il nous fasse peur, qu'il nous fasse flipper, quoi. Qu'on soit là, waouh, c'est quoi ce psychopathe Enfin, mais moi, je le trouvais tellement ridicule. Enfin, il me faisait rire. À chaque scène, je rigolais. Et du coup, le méchant était complètement, mais pas crédible du tout. Et j'ai vraiment trouvé ça dommage parce que, je trouve que le rôle du méchant dans James Bond, il doit être important et ça doit être un personnage, je sais pas, avec une prestance, voilà. Et là, il n'y a pas ça du tout. Et c'est dommage. C'est une espèce d'acte manqué. Et tu parlais de crédibilité et de cohérence. Il y a un point problématique. Alors, il est vraiment anecdotique, hein, c'est du cinéma, on va pardonner au film. Mais il y a le fait que dans la scène d'intro, donc, on voit le personnage de Léa Seydoux, mais enfant, et on voit le personnage de Rami Malek qui débarque et qui va tuer sa mère. Alors, c'est pas un gros spoil, ça intervient dans les 5 premières minutes. Donc, vous allez nous le pardonner. Franchement, Hein. oui, non, ce n'est pas un spoil. Donc, il va tirer sur la mère de Léa Seydoux, qui à l'époque a à peu près 5-7 ans, ou quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, ce personnage va s'échapper vers la glace, va tomber dans un lac qui est gelé, et le personnage de Rami Malek, qui vient de tuer sa mère, va pourtant la sauver. Le problème, c'est que ces personnages-là, on va les retrouver 30 ans plus tard, et qu'à l'écran, Rami Malek a l'air d'avoir le même âge que Léa Seydoux, au mieux, si ce n'est moins. Il n'a pas vieilli, en fait. Je pense d'ailleurs que ça se trouve, Rami Malek est un Eternos. Peut-être. Un reptilien, va savoir. Un reptilien, voilà. Non, mais oui, il n'a pas vieilli, en fait. Et c'est vrai que du coup, il y a ce petit côté, voilà. Encore une fois, on pardonne finalement parce qu'on se dit, bon, ok, d'accord, c'est un détail, mais ça, vraiment, ouais, c'est un détail quand même qu'on voit et on se dit, merde, ils ont le même âge. Des années après, finalement, lui, il vieillit pas. Ça m'a un peu dérangé, mais parce que c'est un détail qui vient sur d'autres détails, sur d'autres détails, Ouais. sur d'autres détails. Et voilà, il y a un moment, ça, c'est la goutte s'il y avait d'eau, que un peu. ça, on se dirait, bon, allez, ok, ils ont un peu zappé ce détail. Ils auraient pu vieillir Rami Malek un peu plus parce que là, du coup, il y a une certaine incohérence, mais ouais, il y a eu d'autres incohérences qu'on a trouvées dans le film finalement. Et franchement, on était un peu perdus. Voilà, on reviendra sur le scénario en lui-même un peu plus tard, mais on était, à un moment donné, on était un peu perdus en mode, mais attends, quoi ? Alors justement, le scénario, on va peut-être s'y pencher un peu, justement en mettant en lumière la relation qui unit Léa Seydoux et Rami Malek. Est-ce que tu sais ce que c'est le Giri, Oracle ? Alors non, pas du tout. Alors, Désolée d'être inculte, mais non, je ne sais Tu pas. n'écoutes pas les chroniques audio des réfractaires, dis donc, puisque j'en parlais dans ma chronique sur Yakuza. Alors en fait, je vais pas être pompeux, je vais être rapide. Le Giri, en fait, c'est un principe de philosophie japonais où quand tu sauves la vie de quelqu'un, cette personne t'est redevable. Voilà. Alors, on va peut-être penser que je vais loin avec ça, mais l'esthétique japonaise, on va la retrouver tout le film. Et dès le début, il y a le masque que met Rami Malek dans cette scène d'intro dont on parlait, qui est un masque japonais.
D'ailleurs, ce masque s'appelle No, c'est une espèce de petite référence au Dr No de James Bond. Il y a aussi l'esthétique du repère de Rami Malek qui est très asiatique. Donc je pense qu'il y avait quand même l'envie, et c'est surtout présent dans une ligne de dialogue, il y avait l'envie de créer ce lien entre ces deux personnages, mais ça ne marche pas, ça ne prend pas, parce que c'est pas très bien joué. Alors je pense qu'on a bien fait le tour du côté technique du film et on va se plonger dans le cœur du scénario. Et il vaut mieux prévenir nos auditeurs, tu m'as prévenu de bien faire attention et de leur laisser le temps. Il va y avoir du spoiler. Voilà, donc on vous laisse 10 secondes pour vous boucher les oreilles, allez-y. Pendant ce temps, on va meubler en Ou vous déconnectez chantant. et vous écouterez la suite plus tard si vous n'avez pas vu le film encore, parce qu'effectivement, là, on va être obligé de... Pour parler de l'intrigue du film, mais quand même d'un sujet important, de spoiler. Donc... C'est bon? Tu penses que nos auditeurs ont eu le temps? Là, je pense qu'ils ont eu le temps de partir, effectivement. Alors, il y a quelque chose de bien particulier à ce James Bond, c'est le fait qu'on va comprendre rapidement que Léa Seydoux a un enfant et que cet enfant est celui de James Bond. Waouh, quelle surprise. Vraiment, et très, très... Enfin, amené vraiment de manière, en plus, sans surprise, quoi. Enfin, c'est-à-dire que au début, ils ne le disent pas tout de suite, on ne le sait pas. On comprend et je veux dire, elle lui dit quand il va la chercher qu'elle a un enfant, donc une petite fille qui s'appelle Mathilde. C'est ça, oui. Et pas Clotilde. Mathilde. Tu dévoiles nos secrets. Mathilde, Clotilde, bon voilà. Non, donc une petite fille qui s'appelle Mathilde et du coup en fait voilà, il y a un petit truc avec les yeux, genre dis donc. Elle a mes yeux bleus. Elle a mes yeux et tout, mais elle lui dit non mais elle est pas de toi, non. Et à partir de ce moment-là, moi personnellement, ça m'a fait rire aussi parce que je me suis dit ouais, bon, ok, on a compris, c'est la fille de James Bond, en fait. On a bien compris que c'est lui le père et que, en fait, c'est sa fille. Et oh là là, je suppose qu'on va le découvrir plus tard, en fait, en mode mais attends, tu es papa. Et effectivement, du coup, ça arrive par la suite, sans surprise et de manière assez. Téléphonée. Ouais, et puis de manière assez. En fait, James Bond prend la nouvelle assez froidement, finalement. On a l'impression qu'il s'en fiche complètement d'avoir une fille. C'est vrai. Alors, effectivement, il y a peut-être une raison à ça. On en parlera un petit peu plus tard. Mais ouais, il réagit vraiment froidement à l'annonce. Je pense qu'il avait compris lui aussi, un peu comme nous. Il n'est pas bête. Il avait compris, je pense, Sûrement. avant aussi que effectivement c'était probablement sa fille. Mais on a vraiment l'impression qu'il s'en fout royalement. Voilà. C'est vrai qu'à part à la toute fin, on n'a jamais l'impression qu'il va adopter un rôle de père. Je pense qu'il voulait pas d'enfant en fait, pas du tout, parce qu'il pas n'a pas sûr. l'air d'avoir envie d'être papa, en tout cas. C'est pas l'impression que ça donne dans le film en Non, tout cas. c'est clair. Et puis je te rejoins sur ce que tu disais en termes de timing. Il y a un vrai problème, c'est le film qui tire en longueur sur cette question-là. On sait qu'actuellement, le standard pour Hollywood, pour un blockbuster hollywoodien, c'est de faire plus de 2h30. Ça ne répond pas forcément à des logiques artistiques, mais plutôt à des logiques commerciales. Ça permet aux chaînes de télé américaines de passer une page de pub en plus, en fait. C'est surtout pour ça qu'on étend la durée des films récemment. Et il y a des scientifiques qui ont même étudié pour calculer que les spectateurs étaient capables d'accrocher aussi longtemps sans se lasser. Voilà, c'est une logique un peu économique, c'est la loi du milieu, c'est comme ça. N'empêche que cette demi-heure de trop, c'est probablement cette demi-heure où on essaye de faire courir le mystère sur les origines de cette fille, alors qu'on a tous compris, comme tu l'as dit, que c'était la fille de James Bond. On n'a jamais aucun doute sur la question. Mais au-delà de ça, j'ai envie de te demander si toi, qui as découvert les James Bond avec Daniel Craig, est-ce que ça t'a gêné qu'on lui offre une famille ou est-ce que c'est quelque chose que tu as pu accepter? Alors, moi, en fait, ça m'a pas perturbée dans le sens où je m'en fiche un peu que James Bond il se range avec quelqu'un qui se pose et qui devienne papa. Enfin, dans l'absolu, ça je m'en fiche en fait. Mais là, en fait, on a toujours, c'est vrai, déjà, il faut le rappeler, connu James Bond dans la séduction, le charme, on séduit, on se tape des filles un petit peu comme ça, à droite à gauche, voilà. Beaucoup même. Beaucoup. Alors, je sais pas après par rapport aux anciens films, mais de ce que tu me disais dans nos conversations privées, visiblement, c'est quand même, c'était un peu moins présent avec les James Bond de Daniel Craig. Apparemment, avant, c'était un peu plus... c'était un peu plus un chaud lapin. Oui, c'était même, si on regarde les films aujourd'hui, il y en a certains qui sont assez problématiques pour l'image de la femme, qui ont très mal vieilli. Je pense que, effectivement, avec l'évolution aussi des mœurs un peu,
et de la place qu'on fait aux femmes. Voilà, ils se sont calmés en tout cas là-dessus. Parce que moi, dans les films avec Daniel Craig, ça m'a jamais choqué. Ça a toujours été un jeu de séduction. Voilà, bon, il se tape des nanas, il a envie de se taper des nanas. Si les nanas sont consentantes et qu'elles ont envie de se faire plaisir aussi, bah, qu'elles le fassent, très bien. C'est Daniel Craig, merde. Voilà, moi personnellement, si Daniel Craig demain... Non, je peux pas le dire. Parce que non, là, tu peux pas passer moi, alors. Mais moi, personnellement, je dirais pas non, hein, voilà. mais moi, voilà, s'il a envie de se faire plaisir... grand bien lui fasse. Le fait du coup qu'il devienne papa et qu'il soit in love de Madeleine et que du coup il soit dans une relation plus ou moins posée, ça dérange pas en soi, c'est plus en fait le problème que j'ai vérifié d'ailleurs, effectivement tu as raison, le film dure bien 2h43 et donc même si finalement ça se regarde bien, et ben je trouve que ce côté famille, il donnait un côté vraiment gnangnan au film. Et du coup, on a l'impression de privilégier ce côté-là, et donc le côté un peu drama, le côté parfois un peu comédie romantique, au détriment de l'action et de l'aventure. Et moi, je ne démordrai pas, je regarde James Bond, je veux de l'action. J'ai pas envie que James Bond... il soit in love de sa nana là et que il devienne papa et que voilà il ait envie de devenir un papa poule là. Moi James Bond, je veux qu'il y ait de l'action, je veux que ça pète de partout, et si eh ben, il a envie de coucher à droite à gauche avec des nanas, grand bien lui fasse, je m'en fous. Côté là ça a été dérangeant en fait pour moi, dans le sens où bah du coup c'était longué quoi, ça rendait le film long et parfois chiant. Il y a des moments où on était là en mode oui allez c'est bien Madeleine, allez laisse-le vagabonder et aller péter des têtes quoi. Enfin je sais pas, mais Moi je suis un peu comme toi, j'étais pas fermé à l'idée qu'il ait une famille, en fait, ça me dérange pas vraiment, d'autant plus que dans un ancien James Bond, on le voit même se marier. Donc tu vois, ça n'était pas franchement inédit, et d'ailleurs j'ai un peu eu du mal à comprendre pourquoi il y avait une espèce de vindicte populaire contre cette strate du scénario. J'étais pas forcément fermé à cette idée, j'étais même prêt à l'accepter, sachant qu'on est dans une fin de cycle et qu'on savait que c'était le dernier James Bond avec Daniel Craig. Par contre, je te rejoins totalement, c'est d'une lourdeur infernale et ça ne s'arrête jamais. Quoi. Et moi, personnellement, je m'attendais, puisque du coup, on est dans la partie spoiler, on parlera forcément de la fin, donc je peux l'annoncer. Du coup, officiellement, puisque du coup, si vous êtes encore là, c'est que normalement vous avez vu le film. Donc effectivement, on va dire le gros spoil, c'est vraiment que voilà, effectivement, c'est la fin de l'ère Daniel Craig et que bah tout simplement pour en finir, ils ont fait mourir James Bond. Voilà, donc à la fin, il meurt. Et honnêtement, moi, je m'attendais au tout début, quand on a commencé à comprendre qu'il était papa, qu'il avait une fille, etc. Moi, je pensais au départ, je me suis dit, bon, allez, pour finir l'ère Daniel Craig et ce James Bond-là, ils vont en fait en faire un bonhomme tout mielleux, en mode, oh oui, allez, j'arrête mes conneries, j'arrête en tout cas l'espionnage, tout ça, et j'arrête d'aller me battre et de risquer ma vie. Une espèce de happy end. Parce que j'aime Madeleine et que, voilà, que finalement, ils sont amoureux. Ils ont une famille, donc moi je m'attendais un peu à ce côté gnangnan et happy end, et c'est pour ça que la scène de fin, c'est celle qui m'a le plus marqué, parce que James Bond meurt, et que franchement je trouvais que c'était limite une plus belle fin. Alors bon, c'est un peu cruel ce que je dis, parce qu'on se dit, ah oui d'accord, il a pas le droit à son happy end, voilà. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, pour moi, on va dire, c'était une belle mort, quoi. Enfin, je me dis, voilà, il a fini son taf, il a fini sa mission. Nous, on savait que c'était fini pour lui. Et plutôt que de faire un truc gnangnan, ils sont restés finalement, là pour le coup, dans l'action James Bond, en mode, allez, il meurt en héros. Et tant pis pour sa famille, parce que finalement, James Bond, ça n'a jamais été un mec tout mielleux, là, qui... à se concentrer plutôt sur la famille et l'amour, voilà. Et en fait, James Bond, ça a toujours été un peu un mec one life, et donc là, vas-y, il y va, bam, et puis finalement, il sauve tout le monde, et puis il pense pas à lui, et puis à la fin, merveilleuse fin, et très belle scène de fin d'ailleurs,
Celle qui t'a le plus marqué, donc. Ouais, du coup. Alors c'est marrant ce que tu dis parce que je vais rejoindre ton interprétation. C'est vrai qu'à ce moment-là du film, donc on est dans la partie spoiler, on peut le dire, à ce moment-là Oui. du film, il est contaminé par le virus, ce fameux virus Oui, qui ouais, cible voilà, c'est l'ADN ça de aussi. Oui. quelqu'un. J'ai oublié de préciser ce petit détail qui l'a aidé dans sa décision de finalement, voilà, oui, Et c'est vrai. donc finalement, il sait que s'il s'approche de Madeleine ou de Mathilde, il va les tuer. Ouais, c'est Et ça. du coup, il préfère se sacrifier. Et il y a quelque chose, je trouve, moi, qui est assez, je sais pas si je dirais ironique, mais en tout cas, je trouve que c'est un geste d'écriture qui, lui, est plutôt habile. C'est le fait que cet homme qu'on a toujours connu dragueur, séducteur, au moment de devenir père de famille, il se sacrifie. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a semblé assez intéressant. On a l'impression finalement que James Bond ne peut pas vivre en dehors de la séduction et que le fait de se ranger lui est presque interdit. Oui, James Bond, c'est un peu le mec qui peut pas avoir de famille. Finalement, on s'attache quand même à lui, on le trouve quand même sympa, donc on a envie qu'il ait un happy end, mais c'est vrai que du coup, comme tu l'as bien rappelé, du coup, il y a un petit souci, voilà, il ne peut pas avoir de happy end de toute façon, puisque s'il s'approche de Madeleine ou de sa fille, finalement, il va les tuer. Donc voilà, puisqu'on nous dit bien que c'est permanent et que c'est... Enfin, c'est incurable en fait, on ne peut pas, ils peuvent pas changer ça, c'est ancré en lui du coup, et que bah, s'ils s'approchent d'eux, bah, forcément ils vont mourir. Et donc quelque part, bon, on peut se dire, bon, il y a quand même ce petit côté un peu, voilà, je veux pas prendre de risques pour eux, et voilà, mais ils se sacrifient, et finalement, bah, ils meurent en héros, hein, et puis du coup, bah, je trouve que c'est une très belle fin, et j'ai préféré cette fin. Finalement, s'il y avait eu un happy end, j'aurais été déçue. Je me serais dit, ouais, bon, c'est dommage. Trop facile peut-être. Voilà, c'est ça. On se serait dit, ah oui, trop facile. J'avais peur même qu'ils trouvent justement une technique à la fin pour qu'ils annulent le sacrifice. Voilà, qu'ils annulent enfin, qu'ils trouvent un antidote et que finalement il puisse du coup, être avec sa Madeleine là et sa Mathilde. Donc finalement moi j'ai préféré cette fin là, vraiment. Il meurt, bah voilà, bon, c'est tristouné, mais je trouvais que c'était une belle fin. Alors quand même, on va revenir sur ce virus parce qu'il va être symptomatique de quelque chose, c'est le nombre d'incohérences et de grossièreté d'écriture qui existent dans ce film. Il y a une confusion qui est jetée, qui est vraiment omniprésente. Alors déjà, on peut parler de ce méchant avec son plan pour conquérir le monde, qui est complètement absurde. Je veux dire, il a à peu près 72 000 occasions de tuer James Bond, mais comme dans tous les méchants de James Bond, il va préférer lui déballer sa vie et essayer de créer des complots. Et là, franchement, il y a des couches supplémentaires dans le récit qui sont vraiment problématiques. Et d'ailleurs, j'ai envie de te poser une question, mais je pense que je connais la réponse parce que je connais la mienne. Est-ce que tu as compris quel était le but du complot de ce méchant ? Alors, pas vraiment. Enfin, c'est pas clair en fait. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui sont pas claires dans ce film. Et même au niveau des relations. Enfin, c'est vraiment. Il y a des choses qui restent très floues. Et que finalement tu as compris au deuxième visionnage. Et que du coup, tu m'as mieux réexpliqué après. Mais c'est vrai que moi, en l'ayant vu une fois, il y a des choses que j'ai pas compris et c'était très flou, et c'est là où on s'est rendu compte que c'était mal écrit. Alors justement, tu vois, je vais rebondir là-dessus et je vais prendre l'exemple du virus, parce que c'est vraiment là, je trouve que la narration est la plus chaotique. Ce virus, il peut cibler l'ADN de quelqu'un, il rentre en contact avec lui par contact cutané, donc par la peau, et ensuite, n'importe quel membre de sa famille décède aussi. Sauf que le film, justement, sur la famille, il va être très flou. Je me place dans la peau de quelqu'un qui n'a pas connu les autres James Bond de Daniel Craig, pour le bien de la démonstration, disons. On nous dit, dans le film, que Madeleine est la fille du Spectre. Est une fille de Spectre, pardon. Et lorsqu'on dit ça, on a un peu l'impression, nous, en tant que spectateurs, qu'on parle du chef de Spectre, donc de Christopher Waltz, qui revient dans le film. Sauf que quand elle va être confrontée à lui, elle va s'injecter le poison et elle va en fait contaminer James Bond, qui lui va contaminer Christopher Waltz. Mais si c'était la fille du Spectre, elle aurait dû mourir. Et en fait, ce qu'il fallait comprendre, c'était en se référant au film précédent et à l'introduction qui n'est pas très claire, c'est qu'elle est une fille d'un membre du Spectre, mais pas du chef du Spectre. Et le film n'est pas clair là-dessus. C'est clair, c'est pas du tout annoncé clairement, et du coup oui c'est assez, enfin c'est pas que c'est incohérent, c'est surtout que du coup c'est mal compris par le spectateur, et ça reste très flou dans notre tête, parce que plein de fois tu m'as dit mais pourquoi du coup elle meurt pas, pourquoi elle est pas touchée aussi, et ça arrive aussi du coup
à un autre moment, quand... C'est à la toute fin, en fait. À la toute fin, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie incohérence parce que Rami Malek infecte Daniel Craig Oui, voilà, avec ce c'est virus. Et il lui dit, notamment, qu'il l'a programmé pour contaminer Mathilde, donc la fille de Madeleine et de Daniel Craig, s'il rentre en contact avec lui. Sauf que si c'est son père, c'est son ascendance. Donc ça devrait le tuer aussi. Voilà, c'est ça. Logiquement, il a le même, enfin, il a de l'ADN en commun, donc logiquement, effectivement, ça il devrait aurait dû y passer tout de suite. Ça devrait le tuer aussi, ouais. Et là, c'était pas cohérent non plus, du coup. Et moi, ça m'a perturbé. Alors, je suis sûr, et vous allez pouvoir nous le dire dans les commentaires, on le répète, si vous avez apprécié le film, nous aussi on l'a apprécié dans une certaine mesure, on vous respecte. Venez nous dire qu'on dit de la merde dans les commentaires, on le prendra bien, il n'y a aucun souci. N'empêche que, au mieux, c'est flou et pas clair. C'est ça. Et il y a un autre élément qui va venir appuyer ces incohérences, c'est un antagoniste qui, au début du film, est affilié à Spectre. Sauf que le Spectre va disparaître, il va être décimé par Safin, le méchant du film. Sauf justement ce méchant borgne qu'on voit au début du film. Et lui, par exemple, il va passer de Spectre au camp de Safin sans qu'on nous explique pourquoi. On ne sait pas pourquoi il fait ce changement. Et pour bien le comprendre, en fait, il y a un plan qui dure 3 secondes qui nous l'explique. Et c'est vraiment quelque chose... On passe à travers. Et ça appuie sur le côté vraiment flou de cette histoire. Ouais. Et puis il y a vraiment les deux camps... camp de Safin, il y a le camp du Spectre. Je sais pas, le lien entre eux est assez flou aussi. C'est vraiment, on comprend pas trop où ça va en venir à certains moments, quoi. Oui. Il y a vraiment les deux camps distincts et ça passe comme ça. Enfin, ça passe vite fait sur l'un, sur l'autre. Enfin, on se dit, ok, bah, enfin. Pourquoi ? Preuve que c'est incohérent. Quand j'ai essayé de vous l'expliquer, j'étais très confus, par exemple. C'est ça. Même en l'expliquant, du coup, on est aussi confus, ouais, parce qu'on, même nous, il y a certains points qu'on n'a pas vraiment bien compris et ça, c'est tellement flou dans nos têtes à nous aussi que c'est compliqué du coup d'en parler, quoi. Alors, il y a un point. Je suis désolé de devoir l'aborder, mais on va parler de James Bond. Et vu ce qui s'est passé ces derniers temps sur les réseaux sociaux, on va être obligé de prendre parti et d'aborder cette problématique. C'est-à-dire que dans ce James Bond, en fait, au début du film, James Bond, il est à la retraite en quelque sorte. Il vit en Jamaïque, exilé. Oui, bah, il est parti voilà, à la fin du film d'avant, quoi. Donc c'est ça, oui, juste après la scène en Italie, il gagne la Jamaïque où il coule une vie douce jusqu'à ce qu'il rencontre une femme noire, dont on va comprendre après qu'en fait c'est le nouvel agent 007. C'est ça. Il y a eu un déferlement de haine sur Internet venant de personnes peu fréquentables qui, sous couvert de nouvelles expressions, le fameux woke qui est à la mode en ce moment, venaient juste en fait reprocher au film de mettre en avant une femme noire. Alors, moi, personnellement, j'en ai un peu ma claque de ces polémiques. Je veux dire, s'il y a plus de représentativité dans les films, ça ne me dérange pas, surtout que on sort dans la rue, bah, les gens sont métissés, il y a des gens de toutes les couleurs. Alors... bah, oui, non, mais voilà, c'est ça. Je veux dire, on s'en fout. Je veux dire, que ce soit... Enfin, je veux dire que la nana, bah, déjà, que ce soit une femme et un agent femme... qu'elle soit noire, asiatique, indienne, enfin on s'en fout, quoi. Je veux dire, c'est pas le problème, quoi. Enfin, je comprends pas pourquoi effectivement les gens en font tout un pataquès, alors que effectivement, comme tu dis, quand on se balade dans la rue, on croise des gens voilà, de toutes les couleurs, de toutes religions, de toutes origines, et franchement, il n'y a pas de... Je veux dire, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme, quoi. J'ai l'impression en fait qu'on vit dans une époque où les extrêmes sont vraiment de plus en plus omniprésents. Et c'est quelque chose que moi je parle régulièrement de comics avec nos amis James et Faye et toute l'équipe. Et par exemple, on a eu une polémique récemment et j'aimerais la rapprocher un petit peu. Il y a un nouveau Superman, le fils de Clark Kent, qui dans un numéro récent a fait son coming out. Et là, sur Internet, c'était un déferlement. Ça n'est pas mon Superman, alors que les gens ne savaient même pas que c'était pas Clark Kent, hein, tu vois. Mais ça n'est pas mon Superman, machin. Et là, on a un peu l'impression qu'on se retrouve face à la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une espèce de racisme sous-jacent pour la
je vais pas dire la plupart parce qu'on peut pas les cataloguer, mais pour au moins une partie, et qu'il l'exprime derrière des nouvelles expressions. Et personnellement, moi j'en ai marre, ça me saoule, j'ai envie de vivre les films tranquillement. On a eu le même problème d'ailleurs avec le nouveau Captain America, Exactement. qui du coup se retrouve, qui du coup est noir, et on se retrouve avec un Captain America noir. Et alors là, voilà, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on en a entendu des débilités là-dessus, et de la haine envers lui parce que du coup Captain America il devrait pas être noir. Je veux dire, ok, donc les noirs ne pourraient pas représenter l'Amérique, et ne pourraient pas avoir un super héros. Voilà. À part Black Panther, quoi, il n'y a que lui. En je veux plus, dire, en plus à un moment Black donné, Panther, voilà. c'est même pas l'Amérique, c'est le Wakanda. Donc, Non, mais je veux dire, à part Black Panther, on n'aurait pas le droit d'avoir des super-héros noirs. Faudrait que, tu vois, c'est ce ça. soit un super-héros précis qui soit noir, et puis les autres, ils n'auraient pas le droit d'être noirs. Je veux dire, voilà, c'est pas parce que Captain America est noir que... je sais pas, bref, il y a des gens pour qui c'est un problème, et voilà. Et là, le fait d'avoir que du coup James Bond travaille avec du coup une agente, je sais pas si ça se dit. Si, ça se dit. une agente noire, et voilà, ça dérange certaines personnes, mais en fait on s'en fout. Nous on voit des êtres humains, quoi. Voilà, on voit un personnage lambda, et puis on est tous pareils, quoi. Moi, j'ai envie, et même si c'est un peu galvaudé, je pense que c'est important à notre époque, de tracer une frontière et de simplement dire en une phrase, on ne va pas développer plus que ça, que peu importe votre couleur, peu importe vos origines, peu importe votre religion, vous êtes les bienvenus chez les réfracteurs, et on essaye toujours d'être bienveillant. Oui. D'ailleurs, même d'ailleurs, avec grand plaisir, parce que nous, tous, le métissage culturel, les cultures différentes, je veux dire, finalement, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans l'art, pour nous, c'est tout bénef, quoi. Ça fait du bien, et c'est important. Je parle en tant que personne qui a eu énormément de mal à se mettre au cinéma asiatique, et et à s'ouvrir à l'art asiatique, voilà. Alors pas par racisme, pas du tout, mais je veux dire, c'était pas forcément une culture qui me parlait, et pourtant aujourd'hui, je vois finalement tout le bien de la culture asiatique, et quand ça parle de société asiatique aujourd'hui, ça m'intéresse. Je veux dire, voilà, ils ont un style à eux qu'aujourd'hui j'apprécie de plus en plus, et c'est important de s'ouvrir sur les autres cultures, d'être ouvert à toutes les religions, à tout, et puis de débattre là-dessus, et dans la bienveillance. D'ailleurs, on est tellement ouvert que si vous trouvez qu'on dit de la merde sur James Bond, vous pouvez venir nous le dire, et on se nourrira de votre point de vue. C'est même pas question. Il n'y a pas question de parler même de couleur de peau, d'origine, de sexualité. Peu importe, en fait, on s'en fiche. C'est même en fait dans la critique, c'est-à-dire que nous, qu'on reçoive des critiques positives, négatives, tant que c'est bienveillant et que c'est construit et que c'est constructif, voilà, nous on prend, et il n'y a pas de souci. Je veux dire, on est totalement ouvert au débat, quel qu'il soit, et toujours dans la bienveillance et dans le respect. Et voilà. Je pense que tu as raison, c'était utile de le dire, notamment à cette occasion, parce que c'est vraiment un film qui a catalysé ces espèces d'extrémismes. Oui, mais il y en a de plus en plus, et il y en a énormément. Beaucoup finalement de films ou même de séries qui sont sujets comme ça à des déversements de haine, et puis nous, forcément, de notre point de vue à nous, en tant qu'humains finalement, et en tant qu'humanistes, on trouve ça juste dégueulasse, parce que pour nous, on est tous pareils, on fait pas de différence, et pour nous, il n'y a pas de débat, quoi. Alors je m'interroge quand même sur un point qui est extérieur au film, c'est le fait qu'on nous ait introduit donc cette femme noire en tant que nouveau 007, et pourtant, à peine le film sorti, on a eu une annonce des producteurs qui disaient qu'ils allaient caster un nouveau James Bond. Pas un nouveau 007, nouveau James Bond. C'est-à-dire que finalement, j'ai l'impression qu'on nous a proposé ce personnage, mais que finalement, on va rien en faire, on va faire table rase et on va recommencer avec quelqu'un d'autre, et ce personnage va sûrement disparaître. Au mieux, quand j'ai regardé le film, je me suis dit,
Bah, ils vont peut-être faire un spin-off féminin. Ouais, Il y a c'est ça. peut-être une vague sur Soit, laquelle surfer. Mais au final, non, apparemment, ils ont l'air décidés à faire, comme je le disais, table rase du passé. Et je trouve ça assez, comment dire, assez triste finalement, parce que ce personnage, il était pas si mauvais. Ouais, puis il était intéressant à développer, je pense. Et puis on se disait, ah bah tiens, du coup, il y a peut-être une place. Enfin, clairement, je veux dire, si on. Ok, Daniel Craig, enfin le James Bond de Daniel Craig, il est parti, il est mort, tout ça, donc il sera plus là. Lui, on sait qu'il n'existera plus. Mais du coup, il y avait moyen, effectivement, de ne pas faire de reboot complet. Et en fait, juste de transmettre le flambeau, en fait, James Bond à quelqu'un d'autre, et même sans que ce soit James Bond, en tout cas l'agent 007, qui est effectivement du coup cette femme, d'ailleurs cette pauvre, on ne lui donne pas de nom depuis le début, c'est comment son nom? Eh bien, je ne suis pas certain qu'il soit prononcé dans le film, à vrai dire. Alors ouais, c'est ça, je suis pas sûre qu'elle ait de nom. Non, je crois Ouais, on la nomme que par son matricule. C'est agent 007, ouais, Il me d'ailleurs, semble. voilà, c'est l'anonymat, elle est incognito, agent 007, qui finit du coup par demander à que James Bond se voit réattribuer son matricule, Oui. finalement à la fin. Du coup, la pauvre n'a même plus de numéro, elle a plus de matricule, donc c'est voilà, donc bon bref. Et oui, et du coup c'est dommage parce que je pense qu'il y avait clairement moyen d'enfin dire allez, le personnage principal des prochains James Bond, et ben ça sera cette femme, tu vois, qui est une femme noire et qui aurait pu représenter tellement de choses en fait, et voilà. Et finalement on a l'impression que ouais, comme tu dis, ça va passer complètement à côté de ce personnage, et qu'ils n'en feront plus rien finalement, puisque s'il y a un reboot complet, de toute façon le personnage en fait n'existera plus. Et je pense qu'il sera très mal, que du coup il ne sera plus exploité. Et ça me permet d'ailleurs de parler d'un personnage dont on a été assez déçu. Enfin, je sais pas toi, mais en tout cas moi oui, de ne pas l'avoir plus exploité que ça. C'est le personnage de Paloma. Ah oui. Anna de Armas. Ah, qui j'aurais est quand adoré même, l'avoir plus longtemps. oui, bah voilà, effectivement. Mais pas juste pour sa beauté, hein, voilà, même si effectivement Non, elle est très très charmante. Mais ouais, je sais pas, elle avait un truc. Il y avait vraiment dans ces scènes, je trouvais qu'il y avait un truc à faire. Je trouvais que franchement, il pouvait exploiter le personnage. Et malheureusement, bah, on la voit plus après. Ciao. Bon, c'est tout, c'est dommage. Et je crois que j'ai pas été la seule à être déçue quand même qu'il soit pas exploité un peu plus et qu'on la voit pas finalement tout le long du James Bond. Enfin, je sais pas, il y avait un truc, franchement, le personnage là, pour le peu qu'on la voit, est très sympa, et c'est dommage qu'il soit pas allé plus loin avec elle. Mais en la voyant aussi, j'avais eu le même effet. Je me suis dit, s'ils veulent faire un spin-off autour d'elle et autour de Nomi, puisque l'agent 007 en fait Ah mais oui, s'appelle c'est Nomi, autant exact. pour moi, qui est joué par Oh oui. Lashana Lynch. Donc, Pardon, voilà, c'est vrai que... on Mais la oui, cite. Nomi, voilà, Nomi, exactement, elle a bien un nom, effectivement, elle est pas incognito, voilà, oui, Nomi, c'est vrai. J'ai l'impression qu'avec ces deux personnages, donc Paloma et Nomi, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Et je pense que, à mon avis, si le film avait été un gros succès, alors il est rentable au box-office, mais ça n'est pas exactement le succès qui était escompté. Donc peut-être que s'il y avait eu vraiment un plébiscite public, on aurait fait quelque chose de plus. Mais là, j'ai l'impression que oui, ils vont passer à la trappe, et Ouais. qu'au prochain James Bond, on risque de ne pas les revoir. Alors, avant Ce qui est dommage, du coup, parce que là, pour le coup, il y avait vraiment une place pour les femmes, il y avait vraiment un côté girl power très sympa. Voilà, je dis pas ça en tant que femme, hein, parce que je suis une femme, mais c'était, voilà, je trouvais que là, pour le coup, le girl power, il était là, et il y avait moyen, du coup, que Nomi, donc c'est l'agent 007 au début du film, reprenne finalement le flambeau, et qu'on ait enfin un James Bond féminin, qui plus est noir. Et franchement, ça aurait été un sacré fuck, hein, pour les détracteurs et les haineux. Et franchement, ça aurait été vachement sympa finalement d'avoir ça. Mais Voilà. c'est vrai Tant pis pour ceux qui sont pas d'accord, et qui voilà, mais pourquoi pas. Enfin, ils auraient pu exploiter en tout cas ce personnage. ça aurait été un beau pied de nez, en effet. Alors, Un gros fuck, moi j'ai dit. un C'est gros- voilà, un gros fuck. un bon gros fuck, je vais le dire aussi. On leur fait un bon gros fuck après tout. T'es resté poli, mais moi je le dis, C'est un vrai. gros fuck au haineux, voilà.
basta, il y en a marre de leur haine, donc voilà, disons-le. D'habitude, c'est moi qui m'emporte, c'est toi qui me tempère, mais... J'ai promis que je ne tempérerai pas cette fois-ci. J'ai dit vrai. non, je ne tempérerai pas, j'en ai marre, voilà, il y a un moment donné... Alors, avant de conclure ce podcast donc consacré à Mourir peut attendre et qui signe donc la fin de cycle de Daniel Craig, j'ai envie de te poser une question très ouverte, Oracle. Qu'est-ce que tu retiens de l'ère Daniel Craig au final, en termes de film, en termes de personnage, qu'est-ce qui t'a marqué au plus ? Alors déjà Daniel Craig en lui-même, voilà, je suis désolée, je suis un peu une groupie de Daniel Craig, mais alors vraiment, pour moi, je trouve qu'il a fait un James Bond incroyable, vraiment charismatique. Il y a probablement des gens qui sont pas du tout d'accord avec moi, ou même avec nous, parce que je crois que toi aussi, Oui. pour le coup, Daniel Craig, t'as vraiment séduit. Alors moi encore plus, hein, mais c'est vrai que non, il a ce côté, justement ce côté charismatique, ce côté séduction. Je trouve qu'il le faisait vraiment bien. Il a un truc vraiment qui fait que c'était un super James Bond, et du coup c'est surtout lui que je vais retenir en fait de l'ère Daniel Craig, c'est-à-dire que j'ai un peu peur, oui et non, je veux dire, voilà, mais j'ai un peu d'appréhension sur qui va être le prochain James Bond, effectivement, parce qu'on se dit, bon, s'ils rebootent tout, ils vont reprendre un nouveau James Bond pour reprendre tout à zéro. Et finalement, j'ai un peu peur de celui qui va passer derrière Daniel Craig, quoi. C'est vraiment, pour moi, Daniel Craig, je trouve qu'il avait le truc, quoi. Il avait pour moi, le rôle, c'est limite, je sais pas, on a l'impression que James Bond est fait pour lui, tu vois. C'est, voilà, je sais pas. Et puis j'ai un peu peur de ce que va devenir Daniel Craig après. L'image de James Bond, forcément, lui colle à la peau. Ouais. Alors, on l'a vu dans des films quand même plus ou moins sympathiques. Hein, À couteau tiré, notamment. Couteau tiré, notamment, où... Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Nous, on n'avait pas été non plus séduits de fou, mais Non. c'était quand même un bon film. Enfin, moi, j'avais bien aimé quand même. Oui. C'était divertissant aussi, c'était pas mal. Et je trouvais que Daniel Craig, dedans, était vraiment top. Enfin, moi, je sais pas, je l'aime bien en tant qu'acteur. Et il a, je sais pas, une cote de sympathie. Je l'aime bien. Et puis, je trouvais vraiment que James Bond, ça lui allait très bien. Et ouais, c'est un peu ça qui m'a marqué et que je vais regretter beaucoup, l'acteur. Et ben, je pense finalement, tu vois, que je vais te rejoindre et que au-delà des films, parce que quand même dans le cycle Daniel Craig, il y a eu quelques films qui n'étaient vraiment pas terribles. J'ai revu Quantum of Solace avant l'émission et franchement, c'est une tannée, quoi. Je pense aussi aux antagonistes dans les films du cycle Daniel Craig, qui, malgré certains acteurs très talentueux comme Javier Bardem, comme Mads Mikkelsen, ne m'ont vraiment pas marqué. Par contre, moi aussi, je vais retenir cette image de Daniel Craig qui a réussi non seulement à incarner James Bond, mais aussi à le moderniser, je trouve. On était passé, juste avant lui, c'était Pierce Brosnan, qui était encore dans cette espèce d'esthétique quasiment perpétuellement en costard tiré à 4 épingles. Là, Daniel Craig, il a apporté quelque chose de nouveau. Le James Bond, il est malmené. Toi et moi, on s'est fait la même réflexion pendant le film. On s'est dit, mais c'est un peu Nathan Drake. Oui, il y a un côté très Uncharted, effectivement. Dans la façon dont les emmerdes lui tombent sur la gueule, il y a un peu de ça, et dans la façon dont il est malmené. Et cette couche supplémentaire, je pense que dans le prochain cycle de James Bond, en tout cas j'espère qu'ils vont la garder et qu'ils vont continuer de moderniser ce personnage pour qu'il continue de traverser les décennies comme il l'a fait jusqu'à présent. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est passé quand même après de très grands noms, puisque les James Bond ont toujours été interprétés par de très grands acteurs. Voilà, et donc au final, être James Bond, c'est une sacrée responsabilité. Et c'est un peu le rôle d'une vie finalement. Je pense que Daniel Craig restera pour beaucoup James Bond. Et une fois que tu as été James Bond, c'est un peu le même effet Marvel finalement, Oui. ou même DC. Star Wars aussi. Et Star Wars aussi, quand tu es un rôle, on va dire, quand tu as un rôle de cette ampleur, ça te colle à la peau à vie. Et c'est pour ça que je dis, je sais pas trop où va aller Daniel Craig après, ce qu'il va faire. J'espère qu'on le reverra quand même dans de super films, parce que il a quand même un sacré potentiel. Enfin, vraiment, moi je l'aime bien. C'est un acteur, je trouve qu'il joue bien. Et d'ailleurs, dans ce film-là où il y a énormément de problèmes avec le jeu d'acteur, là pour le coup, lui, il fait le taf et
c'est pas lui le problème du film, et au contraire, c'est un point positif. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à le voir à l'écran, une dernière fois, du coup, en tant que James Bond. Et c'est un peu pour ça aussi que j'attendais beaucoup le film. C'est-à-dire que je l'attendais clairement aussi pour Daniel Craig, quand même. Hein. Faut pas se mentir. C'est vrai qu'on lui souhaite le meilleur pour la suite, et pourquoi pas une carrière à la Sean Connery, qui lui a joué James Bond et s'en est très bien sorti par la suite. Donc on lui souhaite le meilleur, évidemment. Et du coup, pour les méchants, c'est un peu pareil. Enfin, c'est vrai que là, pour le coup, on retiendra pas, par contre, effectivement, les méchants, comme tu disais, de James Bond sont pas ouf, quoi. Non, sur ce cycle-là, je trouve pas. Voilà, et pourtant, là-dessus, au niveau des acteurs, c'est pareil, ils vont chercher des grands noms, ils vont chercher des grosses têtes, enfin, c'est quand même, pour le coup, voilà, j'espère vraiment que dans les prochains James Bond, là, pour le coup, on va avoir de vrais méchants, un peu plus charismatiques et un peu plus... plus travaillés. Voilà, plus travaillés, mieux écrits, et j'espère vraiment que les méchants, ils vont... ça va donner, quoi, parce que là, franchement, c'était un peu... c'était vraiment un point négatif de cette ère-là. Ouais, c'est vraiment dommage, mais... alors moi, du coup, j'ai une petite dernière question pour toi, justement, puisqu'on spécule beaucoup sur qui sera le prochain James Bond. Alors, je ne vais pas te demander, en fait, tes pronostics, mais j'aimerais bien juste savoir qui, toi, tu aimerais voir en James Bond. Eh ben, en fait, tu vois, je pense que à l'image de Daniel Craig quand il a commencé James Bond, alors il avait fait quelques films avant, je dis pas le contraire, mais il était assez confidentiel. Alors je pourrais pas te citer un nom comme ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient voir Cillian Murphy, on a parlé d'Idris Elba à une époque, mais... Il y a beaucoup de gens qui parlent aussi de Tom Holland dernièrement. Alors, mon Dieu. Personnellement, je ne l'espère pas du tout parce que c'est pas que... Enfin, franchement, bon, Tom Holland, il nous a rien fait, mais le pauvre, il en prend un peu plein la tronche, mais personnellement, je le vois pas du tout en James Bond. Enfin, c'est pas possible. Voilà. Je pense que le choix de la raison, ce serait de choisir un débutant, donc je n'ai pas forcément de nom en tête, mais peut-être de prendre quelqu'un et justement... qui n'a pas forcément de passif derrière lui et qui va pouvoir vraiment incarner James Bond dans son intégralité. En même temps, Daniel Craig avait quand même déjà un bon nombre de films à son actif et était déjà quand même une tête connue. Oui, mais peut-être pas de la même ampleur, disons. C'était pas un débutant. Non, voilà. non, c'est vrai, tu as raison. Et donc tu n'as pas donné de nom. Je veux un nom. Putain, je sais pas. Figure-toi qu'à une époque, ça aurait peut-être été un James Bond un peu plus musclé, mais j'aurais bien aimé voir Tom Hardy, en fait. Ah oui, mais parce qu'on a une grande passion quand même pour Tom Hardy, qui voilà. Même si Venom... même si Venom, et même si parfois des films un peu... des films pas top, mais Tom Hardy a une... Ouais, c'est vrai que... Ça aurait peut-être été... On l'aime beaucoup. Ça aurait peut-être été un peu plus musclé, plus bagarre, tout ça, mais je sais pas, moi, il aurait peut-être que lui aurait su incarner ce charisme-là, oui. C'est assez musclé après James Bond quand même. Oui. Enfin, je veux dire, Daniel Craig a pris du muscle pour James Bond et finalement il est assez musclé quand même. Enfin, je veux dire, physiquement, il a une prestance, quoi. Et donc, Tom Hardy, oui, pourquoi pas. Alors moi, c'est un acteur britannique que j'aime beaucoup et qui, du coup, débute aussi, on va dire, dans le cinéma autre que Marvel et le MCU. Mais on en avait déjà discuté et je sais que t'es pas forcément d'accord avec moi, mais moi, je l'aime beaucoup et je pense qu'il pourrait, avec un peu plus de musculature, effectivement, puisque il n'est pas très épais pour l'instant, mais moi j'aime beaucoup Tom Hiddleston en acteur britannique, et je trouve qu'il a une prestance, un charisme à la James Bond qui pourrait le faire. Vraiment, ça pourrait le faire. Alors, figure-toi que en off, je suis effectivement assez opposé à cette idée. Je le sais, mais moi non, je pense que ça pourrait le faire. Je valide cette idée. Voilà, je trouve qu'il a un truc qui fait que, je sais pas. Enfin, moi j'aime bien cet acteur en fait. Alors oui, pour tout le monde en fait, c'est Loki. Et justement, tu disais quelqu'un de débutant finalement, et c'est vrai que finalement, les gens le connaissent pas pour beaucoup d'autres choses que Loki, sauf si on est très cinéphile, effectivement. Mais je veux dire, le grand public le connaît en tant que super-héros, quoi, en tant que personnage du MCU. Et donc, du coup, quelque part, c'est on va dire, un débutant. Voilà, finalement, c'est pas encore un grand nom dans le cinéma.
Et je trouve qu'il a enfin, je sais pas, moi, il a un truc, il a un charisme, une prestance qui pourrait, je sais pas, il pourrait faire un très bon espion et un très bon James Bond. Mais bon, après, c'est mon avis. Écoute, de toute façon, à l'antenne, je ne peux pas dire de mal de Tom Hiddleston parce qu'il y a une partie de l'équipe de Comic Discovery qu'il aime beaucoup. Ah, et ben voilà, vous voyez, ils me soutiendront, je pense, dans mon choix. Ah, il y en a sûrement quelques-uns qui viendront pour te le dire. Alors, avant de se quitter, on va quand même mettre une petite note. À mourir peut attendre. Alors, quelle est la tienne, Oracle? Alors, moi, personnellement, je mets 6 parce que c'est pas un film que j'ai particulièrement apprécié non plus, mais j'ai pas détesté non plus. Ça reste du James Bond, avec Daniel Craig, ça restait quand même un film assez sympathique à voir, assez divertissant. Les 2h43 de film sont passés quand même relativement vite, puisque j'ai même cru que le film faisait uniquement 2h12. Même la deuxième je fois. me suis trompée. Donc voilà, finalement, franchement, je ne l'ai pas vu passer. Toi, en plus, tu as fait un deuxième visionnage, donc effectivement, tu as eu du courage. Mais c'est vrai que moi qui ai tendance à trouver les films qui durent plus de 2h30 assez longs, là, c'est bien passé quand même. Et 6 parce que j'hésitais entre 5 et 6, mais je me dis quand même, finalement, ouais, au final, il est quand même un petit peu au-dessus de la moyenne et il mérite quand même 6 pour moi. Écoute, je vais rejoindre ta note parce que moi aussi, j'hésitais entre 5 et 6. Et je dois dire que si mon cœur penchait initialement pour 5, les discussions que j'ai pu avoir avec différents interlocuteurs qui, eux, avaient l'air d'avoir eu une approche un peu plus poussée du film. Moi, je suis resté, comme toi, dans quelque chose de très intuitif dans mon ressenti. Mais en discutant un petit peu à gauche, à droite, d'habitude, je préserve la fraîcheur de ma vision, mais là, j'avais envie d'échanger avec d'autres personnes. Et c'est vrai que je pense que c'est un film peut-être un petit peu plus complexe que ce que moi j'ai capté. Et puis finalement, la promesse c'était de faire un bel adieu à Daniel Craig. Et je trouve que cet adieu, il est plutôt réussi malgré les défauts du film. La promesse est tenue, voilà, effectivement, malgré de gros défauts. Mais je pense que c'est ce qui lui vaut quand même au-dessus de la moyenne. Oui. Voilà. Donc on part sur un 6. On part sur un 6 et puis il ne reste plus qu'à remercier nos auditeurs et à les saluer. Et puis tu sais très bien que d'habitude on fait des bisous un peu spéciaux. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire des bisous au service de Sa Majesté. Des bisous au service de Sa Majesté. Et allons-y. Voilà, merci de nous avoir écoutés pour ma deuxième fois. On a quand même pas mal parlé. J'espère qu'on vous aura pas trop ennuyé. Voilà, on a un petit peu. On s'est laissé porter, j'ai envie de dire. On avait envie que cette discussion soit assez libre autour d'un film de divertissement. Ouais. Et puis voilà, je pense qu'on a fait une prise de parole assez libre. Et puis je suis certain que nos éditeurs seront ravis de t'entendre pour la deuxième fois et qu'ils t'attendront. Beaucoup réclamé d'avoir Oracle. Alors voilà, je suis là et j'essaierai de revenir le plus vite possible, promis. Mais voilà, j'attends aussi du coup vos retours, savoir un peu ce que vous en avez pensé parce que... j'ai besoin de savoir aussi si je suis légitime dans cet exercice. Écoute, en tout cas, moi, ce qui me concerne, et je ne le dis pas parce que je t'aime, mais je te le dis parce que je le pense, c'est toujours un plaisir de partager ces émissions avec toi. Qu'il est mignon, ce Spike. Allez, à bientôt tout le monde et merci de nous avoir écoutés. À bientôt.